Bonjour tout le monde, on va regarder ensemble le phénomène d'interférence par les couches minces. C'est un phénomène qui se produit quand une onde lumineuse vient frapper une fine couche, une fine pellicule d'un matériau, par exemple une bulle de savon ou bien une mince couche d'huile qui se ramassait sur une flaque d'eau dehors dans la rue. Quand la lumière va venir frapper une pellicule mince, ça va donner lieu au phénomène d'interférence, fait qu'on va pouvoir avoir de l'interférence constructive et destructive. Puis dans cette section, on va voir comment utiliser les propriétés de notre couche, comme son épaisseur par exemple, ainsi que la longueur d'onde de la lumière pour déterminer dans quelles conditions on aura de l'interférence constructive et destructive. On regarde ça ensemble. Avant de nous lancer dans la partie avec l'interférence par les pellicules minces, je vous propose de regarder à nouveau ensemble l'expérience de Young parce qu'il y a beaucoup d'analogies entre les deux, puis ça va nous aider à comprendre conceptuellement qu'est-ce qui se passe dans notre section sur les pellicules minces. Alors, dans l'expérience de Young, je vous rappelle, on avait un laser qui est tracé ici en rouge, qui venait sur un masque sur lequel il y avait deux fentes. Les deux fentes agissaient ensuite comme deux sources de lumière, et la lumière qui passe à travers les fentes va se rendre jusqu'à un écran, par exemple au point P sur un écran. Puisque les deux ondes ont une différence, ont une distance à parcourir pour se rendre au point P qui est différente, on va parler par exemple de R1 pour la première source et de R2 pour la deuxième source. Alors les deux sources vont avoir ce qu'on appelle une différence de marche, un trajet différent à parcourir. La définition de la différence de marche, c'est tout simplement R2 moins R1, la différence entre les deux trajets. Dans l'expérience de Young, on pouvait tracer des triangles, faire des petites approximations et trouver une autre formule pour la différence de marche qui était D fois sinus d'un angle θ. On est habitué de faire ça. Ici, on parle d'une différence de marche géométrique. Ça veut dire qu'on n'a même pas mentionné c'était quoi la longueur d'onde de la lumière. On ne parle même pas encore d'interférence constructive et destructive. Tout ce qu'on dit, c'est que dépendamment de où est-ce qu'on se place sur l'écran, au point P, la lumière va devoir parcourir deux trajets différents, fait qu'une onde sinusoïdale va arriver en retard par rapport à l'autre. Je parle ici d'une différence de marche géométrique parce que ça dépend seulement de la position géométrique de mes sources, de mes fentes, et de la position géométrique du point P, et pas du tout de la longueur d'onde. Ça, c'était toujours comme une partie du puzzle. De l'autre côté, souvent, ce qu'on s'intéresse à faire, c'est de chercher quand est-ce que j'ai de l'interférence constructive ou destructive. L'interférence constructive, vous le savez, c'est quand mes deux ondes vont arriver synchronisées, ou par exemple quand une onde va avoir un retard par rapport à l'autre, qui est un nombre entier de fois la longueur d'onde. Alors, on connaît déjà la condition à respecter pour avoir de l'interférence constructive. Il faut que ça donne que notre différence de marche géométrique est égale à un multiple entier de la longueur d'onde. De l'autre côté, pour avoir de l'interférence destructive, on doit avoir un demi-cycle de retard plus un nombre entier de cycles. Alors, on a une formule aussi. Voilà, ces deux formules-là sont applicables lorsque j'ai deux ondes sinusoïdales qui vont faire de l'interférence ensemble. Soit ils vont être parfaitement synchronisés, interférence constructive, maximum de lumière, soit ils vont être désynchronisés d'un demi-cycle, interférence destructive, un minimum de lumière. Il y a plein de scénarios intermédiaires entre ces deux extrêmes, mais ce sont souvent ces deux extrêmes qui nous intéressent. Dans la nouvelle situation qu'on va regarder, l'interférence par les pellicules minces, il va encore être question de l'interférence entre exactement deux fonctions sinusoïdales. Alors, les conditions pour avoir de l'interférence constructive et destructive vont rester exactement les mêmes. Delta égale m lambda ou delta égale m plus une demi lambda. Alors, toute cette partie va demeurer vraie dans notre nouvelle section sur les pellicules minces. Ce qui va changer, c'est que puisque la mise en situation est différente, on n'aura pas deux pentes avec un écran avec un point P. Alors cette partie-là ici, la différence de marche géométrique, elle va changer. Par contre, quand on va chercher si j'ai de l'interférence constructive ou destructive, on va encore appliquer les mêmes conditions. Regardons donc ensemble les pellicules minces. Alors, je vous explique une mise en situation pour les pellicules minces. Quand on va regarder les problèmes de pellicules minces, dans le fond, la lumière va venir traverser trois milieux de propagation différents. La lumière va commencer dans un milieu incident. Ici, par exemple, j'ai de l'air. Alors, la situation qu'on imagine, c'est on est dehors, sur le bord de la rue, la lumière qui vient du soleil, par exemple, se propage dans l'air et la lumière va frapper une fine couche d'huile qui est elle-même sur une flaque d'eau. Alors, j'ai trois milieux de propagation, air, huile. L'huile, dans ce cas-là, c'est ma pellicule, une fine couche d'huile, et finalement de l'eau en dessous. Après ça, encore plus bas, j'aurais exemple de l'asphalte, mais on ne se préoccupe pas de ça. On va se préoccuper seulement de trois couches.
Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma lumière qui est mon onde incidente. Et on va dire que mon onde incidente a une longueur d'onde bien spécifique. Je sais que la lumière du soleil contient toutes les longueurs d'onde, mais on va s'intéresser à ce qui se passe avec une longueur d'onde à la fois. Alors, j'ai mon onde incidente qui arrive par l'air. Quand l'onde va passer de l'air à l'huile, on a déjà vu plusieurs phénomènes qui vont pouvoir se produire ici quand une onde change de milieu de propagation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai une partie de mon onde qui va être transmise, qui va traverser de l'air à l'huile pour pénétrer dans l'huile, et j'ai une partie de mon onde qui va être réfléchie. Une partie de l'énergie lumineuse transmise, une partie de l'énergie lumineuse réfléchie. Il existe des stratégies pour calculer quel pourcentage sera transmis et réfléchi. Ça ne va pas nous intéresser dans cette section. Tout ce qui nous intéresse, une partie est transmise, une partie est réfléchie. Alors, j'ai tracé une partie de mon onde qui était réfléchie, une partie de mon onde qui était transmise. Il y a d'autres phénomènes qui se produisent aussi. On sait que quand une onde change de milieu de propagation, que les indices des milieux de propagation sont différents, on pourrait appliquer la loi de Snell-Descartes, le principe de la réfraction. Alors, l'onde qui va traverser va aussi légèrement changer d'orientation. Elle ne va pas nécessairement continuer en ligne droite, elle va s'approcher ou s'éloigner de la normale, selon la loi de Snell-Descartes. Nous, on ne va pas se préoccuper de ça du tout dans notre section sur les couches minces. Pourquoi? Parce que même si je dessine mon dessin où est-ce que l'onde se déplace en diagonale avec un certain angle par rapport à l'horizontale, en réalité, on va faire semblant que nos ondes se déplacent toujours de façon parfaitement verticale, ici de façon parfaitement perpendiculaire à mes couches, à mes frontières. Je fais mon dessin un peu en diagonale pour qu'on soit capable de mieux voir qu'est-ce qui est quoi, parce que sinon j'aurais plein d'ondes dessinées une par-dessus l'autre à la verticale. Ça deviendrait super dur de visualiser le dessin. Par contre, dans les faits, on va seulement analyser la situation où est-ce que les ondes se déplacent de façon perpendiculaire à mes couches. Tout ça pour dire qu'on ne va pas se préoccuper du tout du phénomène de réfraction et qu'on n'aura pas besoin d'appliquer la loi de Snell-Descartes dans notre analyse des pellicules minces. Alors, mon onde, maintenant, elle est rendue dans l'huile. Il y a une partie qui a réfléchi, une partie qui a été transmise. Quand l'onde va vouloir passer de l'huile à l'eau, il y aura encore une partie réfléchie et une partie transmise. La partie qui est transmise dans l'eau, elle existe, elle est là, mais on va tout simplement pas s'en préoccuper. L'onde qui a été réfléchie ici, qui est encore dans l'huile, quand elle va passer de l'huile à l'air, il y a une partie qui va traverser et une partie qui va être réfléchie. Après la partie qui a été réfléchie, je pense que vous commencez à voir la logique qu'elle va pouvoir rebondir plein de fois en principe, mais à chaque fois qu'elle rebondit, elle perd un pourcentage de son énergie, elle devient de plus en plus faible. Alors on va arrêter de tracer des rebonds à ce moment-là. J'ai parlé dans les pellicules minces qu'on voulait faire l'interférence entre deux ondes lumineuses, deux ondes sinusoïdales. On a déjà nos deux ondes sinusoïdales. Alors, voici les deux ondes sinusoïdales qui vont nous intéresser. On va vouloir tester si ces deux ondes font de l'interférence constructive ensemble ou font de l'interférence destructive ensemble. En réalité, les deux ondes viennent de la même place. On avait une seule onde incidente qui est arrivée, mais elle s'est séparée en deux parties, pas nécessairement égales, mais c'est pas grave. Elle s'est séparée en deux parties. Une onde qui a rebondi vers le haut, une onde qui a traversé, on va dire elle a trempé dans l'huile, elle a remonté à la surface, puis elle a ressorti dans l'air. Alors imaginons que nous, on est debout là, sur le trottoir, notre œil est ici, puis on voit les deux ondes qui ont réfléchi pour venir jusqu'à notre œil. Ces deux ondes-là, l'onde numéro 1 et l'onde numéro 2, si quand elles arrivent dans notre œil, elles sont synchronisées, on va recevoir un maximum de lumière de l'interférence constructive. D'un autre côté, si les deux ondes ont été décalées, si la différence de marche de l'onde qui a fait un petit détour, qui est allée tremper dans l'huile avant de revenir, on sait qu'elle va arriver en retard. Donc, si la différence de marche fait en sorte que ça donne un multiple demi-entier de la longueur d'onde, alors là, on aura de l'interférence destructive, on aura peu de lumière qui va arriver dans notre œil. Maintenant que cette mise en situation-là est posée, notre travail, c'est ici de venir calculer, de venir obtenir une formule pour la différence de marche géométrique qu'on pourra venir mettre égale à m lambda ou à m plus une demi-lambda. Pour bien comprendre la différence de marche géométrique, essayons de suivre le trajet de notre onde numéro 1 puis de notre onde numéro 2 pour voir qu'est-ce qui pourrait potentiellement leur causer un retard une par rapport à l'autre. Alors si je suis mon onde numéro 1,
Mon onde numéro 1 arrivait ici. Et qu'est-ce qui est arrivé avec mon onde numéro 1? Elle a subi une réflexion. Juste ici. Et ensuite, l'onde est arrivée dans mon œil. Alors, tout ce qui est arrivé à mon onde numéro 1, c'est une réflexion, puis elle arrive à l'œil. Suivons maintenant le trajet de l'onde numéro 2. L'onde numéro 2 est arrivée à la même place que l'onde numéro 1. Elle a ensuite subi une transmission. Elle a traversé dans le prochain milieu de propagation. Elle a subi une réflexion lorsqu'elle est arrivée en bas. Quand elle voulait passer de l'huile à l'eau, elle a réfléchi. Et ensuite, elle a subi encore une fois une transmission pour passer de l'huile à l'air. Alors, elle a subi 2 transmissions, une réflexion, et elle a aussi fait un détour puisqu'elle est passée dans l'huile avant de ressortir. Ce qui peut occasionner de la différence de marche dans notre mise en situation. À chaque fois que les ondes subissent une réflexion, elles peuvent subir une différence de marche. Et aussi, mon onde numéro 2 a fait un trajet supplémentaire, alors il va falloir tenir compte du trajet supplémentaire. Regardons ces 2 parties-là séparément. Alors, quand je vais vouloir considérer la différence de marche totale entre mes 2 ondes, il y a une partie qui est causée par le phénomène de réflexion, je vous l'explique, et une partie qui est causée par l'épaisseur de la couche. Regardons-les une à une. Lorsqu'une onde fait une réflexion, en essayant de passer d'un milieu à un autre milieu, vous vous rappelez peut-être qu'il y a 2 types de réflexions qu'une onde peut subir quand elle va comme frapper une barrière ou un changement de milieu de propagation. Il existe ce qu'on appelle les réflexions dures et les réflexions molles. Une réflexion dure, techniquement, c'est quelque chose qui se passe quand une onde frappe, par exemple, un mur ou de façon plus générale, un milieu qui est plus difficile à déformer. Quand une onde frappe un milieu qui est plus difficile à déformer, une partie de l'onde va être réfléchie. Cette réflexion-là va être une réflexion dure. Qu'est-ce qui se passe quand une réflexion dure? C'est que notre onde va être inversée. Alors, si j'avais une déformation qui arrive avec la tête en haut, elle frappe un mur pour revenir, elle va revenir avec la tête en bas. L'onde va être inversée. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'ai une réflexion dure? C'est quand on passe d'un milieu relativement facile à déformer, dans lequel on a une grande vitesse, à un milieu plus difficile, dans lequel c'est plus difficile de se propager. L'onde a une vitesse plus basse. Alors, imaginons que j'ai mon onde en rouge qui arrive ici, puis boum, c'est l'endroit où elle fait une réflexion. Alors, au lieu de juste continuer comme elle était, on lui met la tête à l'envers. C'est difficile d'exprimer une différence de marche avec la notion de se mettre la tête à l'envers. Pour comprendre la logique, vous voyez qu'au lieu de continuer tout droit comme elle était en pointillé, lorsqu'on lui met la tête à l'envers, ça revient au même que si je disais que j'ai décalé mon onde, que je lui donne un retard d'un demi-cycle. Alors, inverser un sinus, c'est la même chose que le reculer d'un demi-cycle. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai une réflexion dure, mon onde va avoir un retard d'un demi-cycle qui va venir s'ajouter à son retard. Lorsqu'une onde subit une réflexion molle, l'onde est réfléchie dans le même sens que l'onde incidente. Ça veut dire qu'il n'y a juste aucun retard qui va être produit par une réflexion molle. La différence de marche occasionnée par une réflexion molle est tout simplement 0. Alors, on a presque fini pour la réflexion. Les réflexions dures font une différence de marche d'une demi-longueur d'onde. Les réflexions molles ne font pas de différence de marche. Comment savoir s'il va y avoir une réflexion dure ou une réflexion molle? Ça veut dire quoi un milieu facile ou un milieu difficile? Ça dépend de l'indice de réfraction de nos milieux. Quand l'indice de réfraction est petit, la vitesse de la lumière est grande. L'onde se déplace facilement. L'indice de réfraction, c'est-à-dire à quel point le milieu est bon pour freiner la lumière. L'indice de réfraction le plus petit qu'on peut avoir, c'est 1, comme l'air ou le vide. La lumière se déplace facilement. Quand la lumière va essayer de passer de l'air à l'huile, c'est un peu comme si elle frappait un mur parce qu'elle frappe un milieu dans lequel c'est plus difficile de se propager. Alors, si par exemple, je regarde qu'est-ce qui se passe avec ma lumière que j'ai tracée en rouge, mon onde numéro 1, quand elle veut essayer de passer de l'air à l'huile, elle frappe un mur. Alors ça ici, ça va être une réflexion dure. Parce qu'on a essayé de passer de l'air à un milieu dans lequel c'est plus difficile de se propager, l'huile, donc j'ai une réflexion dure qui se produit. Ça veut dire que mon onde numéro 1
a acquis une différence de marche de lambda sur 2, un demi-cycle. Mais là, il faut que je me demande aussi qu'est-ce qui se passe avec mon onde numéro 2. Elle aussi va subir une réflexion. On a vu avec ce que j'ai dessiné en vert que l'onde commence par être transmise. Quand l'onde est transmise, il n'y a pas de différence de marche. On est toujours transmis dans le même sens que l'onde incidente. Alors, pas de différence de marche causée par la transmission. Alors, on est passé de l'air à l'huile, pas de problème, on a été transmis. Ensuite, mon onde verte, elle a réfléchi. Elle a réfléchi quand elle passe de l'huile, la pellicule, au troisième milieu de propagation, l'eau. Est-ce qu'elle a frappé un mur ou est-ce que c'est plus facile de se propager? Elle est passée de l'huile à 1,22 jusqu'à l'eau à 1,33. 1,33, c'est encore plus difficile de se propager. Alors, c'est comme si on avait frappé un mur à nouveau. On obtient encore une fois une différence de marche de lambda sur 2. Alors, ici aussi, ça serait une réflexion dure. Si mes deux ondes, après l'onde, elle va ressortir, la transmission, ça ne fait pas de différence de marche. Alors, mon onde numéro 1 a subi une réflexion dure, un retard d'un demi-cycle, lambda sur 2. Mon onde numéro 2 a aussi subi une réflexion dure, un retard d'un demi-cycle, lambda sur 2. Moi, ce qui m'intéresse, ma différence de marche totale, c'est le décalage entre mes deux ondes. Est-ce qu'une onde est en avance ou en retard par rapport à l'autre? Si mes deux ondes ont pris un retard d'un demi-cycle, c'est pas venu les décaler une par rapport à l'autre. Si elles étaient synchronisées, qu'ensuite elles acquièrent tous les deux, on les recule d'un demi-cycle, elles sont encore synchronisées. Donc, si j'ai deux réflexions dures, mes deux ondes ont un retard de lambda sur 2, c'est comme si au total, les deux ondes ne sont pas du tout décalées une par rapport à l'autre. Alors, ça nous fait comme 4 possibilités. Mon onde numéro 1 peut avoir une réflexion dure ou molle. Mon onde numéro 2 peut avoir une réflexion dure ou molle. On vient de voir que si les deux réflexions sont dures, au total, ça ne fait pas de décalage entre mes deux ondes. Donc, la différence de marche causée par la réflexion va être 0 si j'ai deux réflexions dures. Et la même chose si j'ai deux réflexions molles. La seule façon d'avoir un vrai décalage entre les deux, c'est d'avoir une réflexion dure et une réflexion molle, peu importe qui a la réflexion dure et qui a la réflexion molle. Et voilà, on a fait la première partie de la différence de marche géométrique. Le phénomène de réflexion, ça va faire une différence de marche soit de 0 ou de lambda sur 2. Si les deux types de réflexion sont pareils, c'est 0. S'il y a une dure, une molle, c'est lambda sur 2. Presque fini, là, je sais pas. Maintenant, on veut s'attarder à la différence de marche qui est causée par l'épaisseur de la couche. Le fait que mon onde numéro 2, elle est venue tremper dans l'huile puis elle est venue ressortir de l'huile, ça va lui faire une différence de marche qui va dépendre de l'épaisseur de ma couche. L'épaisseur de ma couche ici, on la dénote par la lettre E. C'est simple, l'épaisseur de la couche en mètres. Il y a deux choses à considérer pour la différence de marche causée par l'épaisseur de ma couche. Premièrement, je sais que j'ai tracé des triangles ici. On s'imagine peut-être faire un genre de Pythagore ou de les fonctions trigonométriques, mais non, parce qu'on avait dit qu'en réalité, on va toujours considérer que nos ondes sont à 90 degrés de notre pellicule. Ça veut dire que l'onde qui est venue tremper dans l'huile ici, en réalité, va juste faire un aller-retour comme ça. Alors, ça sera quoi la différence de marche causée par l'épaisseur si elle fait juste un aller-retour? La différence de marche ici serait tout simplement 2 fois l'épaisseur de ma couche. Ce serait si beau si c'était juste ça, mais il y a une autre petite affaire à tenir compte. Le 2E, géométriquement, ça marche. Elle a parcouru 2 fois l'épaisseur vu qu'elle a fait un aller-retour. Mais il y a un autre phénomène qu'il faut garder en tête aussi. Le dernier phénomène qu'il faut garder en tête, c'est le fait que quand mon onde, qui au début se propageait dans l'air, est venue maintenant commencer à se propager dans l'huile. Vu que l'indice de réfraction de l'huile n'est pas le même que celui de l'air, l'onde va se propager pas à la même vitesse dans l'huile que dans l'air. Ici, avec un indice de réfraction de 1,22, ça voudrait dire que mon onde se propage 1,22 fois plus lentement dans l'huile que dans l'air. Alors, en plus de faire un détour de 2E, de parcourir cette distance supplémentaire, mon onde va parcourir cette distance supplémentaire-là plus lentement.
Une belle façon de le voir, moi en tout cas la façon que je le comprends le mieux, c'est de me dire, si je parcours la distance 2E plus lentement, ça revient un peu au même que si j'avais eu une distance plus grande à parcourir et que j'avais pas ralenti. Exemple avec des chiffres faciles, si dans l'huile je me déplaçais, mettons, 2 fois plus lentement que dans l'air, ça reviendrait à dire en termes de retard, c'est comme si j'avais parcouru une distance 2 fois plus grande. Si je le fais 2 fois plus lentement, ça revient au même que d'avoir une distance 2 fois plus grande à parcourir. Alors au lieu de juste mettre 2E, on va mettre 2E multiplié par quelque chose pour tenir en compte du fait que je vais plus lentement. Je vais combien de fois plus lentement? Je mets une petite parenthèse. Je vais combien de fois plus lentement? Je vais l'indice de réfraction de la pellicule, l'huile, dans mon cas, divisé par l'indice de réfraction du milieu incident. Dans ce cas-ci, c'est de l'air, ça serait tout simplement 1. Alors, en faisant ça, là, je m'assure de tenir compte à la fois du fait que j'ai parcouru 2E et à la fois du fait que je me suis déplacé plus lentement dans l'huile. Si on avait des situations différentes où on se déplaçait plus rapidement dans la pellicule, ma formule, elle fonctionne aussi. C'est juste que ma fraction serait plus petite que 1, puis ça viendrait tenir en compte le fait que là, je me suis déplacé plus vite. C'est comme si j'avais eu une distance plus petite à parcourir. Alors maintenant, on a tous les morceaux du puzzle ensemble. On a la différence de marche géométrique qui est égale à la différence de marche causée par la réflexion, soit 0 lambda sur 2, et la différence de marche qui est causée par l'épaisseur de ma couche, qui inclut aussi une petite différence au niveau des indices de réfraction. On va juste remettre tout ça ensemble maintenant. Alors, voici nos équations résumées pour l'interférence par une pellicule mince. La différence de marche géométrique, c'est 0 ou lambda sur 2, dépendamment des réflexions. On a une différence de marche causée par l'épaisseur de la couche, 2E fois, j'écris NP pour l'indice de réfraction de la pellicule, divisé par NI, l'indice de réfraction de l'endroit quand l'onde est incidente, comme l'air par exemple. Ça peut être égal dans nos problèmes. On va s'intéresser à quand c'est égal à soit M lambda ou M plus une demi-lambda. Dernière petite chose à considérer ensemble, c'est que ici, ça peut être un peu ambigu quand je parle de longueur d'onde lambda, parce que quand une onde change de milieu de propagation, de l'air à l'huile, la longueur d'onde change aussi. La fréquence reste pareille, mais la longueur d'onde va venir changer. Quand c'est plus difficile de se propager, l'onde va venir comme se contracter un peu sur elle-même, puis la longueur d'onde va devenir plus petite. Il y a une relation simple entre la longueur d'onde dans deux milieux différents. Je vous l'écris. Alors, la longueur d'onde dans la pellicule sur lambda I, c'est NI sur NP. Ça veut dire que si, par exemple, l'indice de réfraction était plus grand dans la pellicule, genre 1.22 pour nous, seulement 1 dans l'air, la longueur d'onde ici devrait être plus petite. C'est vrai que si ça fait une fraction plus petite que 1, ici, c'est sûr que le lambda I est plus grand que le lambda P, puis c'était ça la logique aussi. Alors, ça fonctionne, cette petite relation-là. En utilisant cette relation-là, ben, on va aussi regarder dans notre équation les longueurs d'onde. Quand est-ce qu'on parlait de la longueur d'onde ici? Ben, de quelle longueur d'onde est-ce qu'on parlait? Puisqu'on parle d'interférence dans l'air, c'est là notre endroit où on recevait les deux ondes, où les deux ondes sont ensemble. Ici, ça devrait être le lambda I, dans le milieu incident, l'air. Même chose ici. Par contre, je peux venir faire une petite modification à mon équation qui, des fois, pourrait la rendre plus facile à utiliser. La petite modification que je pourrais faire, c'est de regarder mon équation, de prendre mon terme qui est ici, le NP divisé par NI, puis à la place, juste le multiplier pour le reste de l'équation. Comme si je multipliais toute mon équation par la fraction inverse NI sur NP. Qu'est-ce que ça donnerait comme résultat? Regardons. Alors voilà la petite modification à mon équation. Tout ce que j'ai fait, c'est multiplier l'inverse de cette fraction des deux côtés de mon équation, puis c'est ça que ça m'a donné. Puis après, ce qu'on peut faire, c'est juste remarquer que cette belle petite fraction-là, lambda I NI sur NP, quand je regarde mon équation ici, là, si j'envoyais le NI de l'autre côté, ben, lambda I NI sur NP, c'est la même chose que lambda P. Alors, je pourrais venir simplifier mon équation, puis j'aurais une version alternative de mon équation qui fonctionne aussi bien. Alors, je peux soit utiliser cette logique
qui est ici. Ça fonctionne tout à fait bien et c'est vrai. Ou je pourrais partir de cette équation-là que j'ai écrite en rose et écrire. Alors voici l'autre façon d'écrire la même équation. Remarquez que cette fois, c'est la longueur d'onde dans la pellicule qui est présente dans l'équation plutôt que la longueur d'onde dans l'air qui était la longueur d'onde incidente. Et on sait qu'on est capable de passer de une à l'autre. Alors voilà, ça fait finalement le tour pour la notion de l'interférence dans les pellicules minces. On a une différence de marge causée par la réflexion, une différence de marge causée par l'épaisseur. On tient compte du fait que l'onde peut aller plus lentement. Puis on a une condition pour de l'interférence constructive et pour de l'interférence destructive. N'oublions pas seulement en concluant de dire que quand on parle d'interférence constructive ou destructive, c'est pour notre observateur qui est situé ici, qui voit les ondes qui ont été ultimement réfléchies. Alors, si j'ai de l'interférence constructive ici, ça veut dire que la lumière a beaucoup au total réfléchi, elle est beaucoup perçue par mon observateur, donc très peu de lumière aurait traversé. Au contraire, si j'ai de l'interférence destructive pour une couleur, mon observateur ne verra pas beaucoup de lumière de cette couleur-là, pas beaucoup de lumière sera réfléchie au total par la pellicule mince, donc ça veut dire que beaucoup de lumière aura traversé et sera rendue de l'autre côté. Alors voilà, c'est tout pour cette section, quand même avec beaucoup de morceaux. On va se pratiquer dans les prochaines vidéos avec quelques exemples. Merci d'avoir écouté.